Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. Me voilà une personne proche aidante est le titre de l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui. Je m'entretiens avec Sophie Foisy, directrice de la Société Alzheimer Brome-Missisquoi Haute-Yamaska, qui nous parle du parcours de la personne proche aidante. À quel point c'est important de demander de l'aide, de pouvoir également déléguer, redéfinir nos priorités, plein de choses comme ça, tout en prenant soin de soi. C'est important de s'entourer puis de pas être toute seule. T'sais, souvent, le réflexe, c'est je vais le faire c'est moi qui connais la personne, je vais tout faire puis elle va avoir tous ses besoins de répondus. Mais qui prend soin de moi si je prends pas soin de moi? La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado « La personne au cœur de l'oubli ». Quels sont, par exemple, les principaux besoins des proches aidants selon les stades d'évolution? Parce que la proche aidance, tant mieux si c'est inné, mais c'est rare. Oui, ça s'apprend. C'est ça la beauté, en fait. Le parcours est long pour un proche aidant qui a accompagné un être aimé dans la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif parce que on se substitue aux désirs de la personne et aux besoins de la personne. Donc, on commence avec le diagnostic, puis c'est pas rare des fois des 10-15 ans d'accompagnement. Donc, ça va très loin dans la prise de décision à la place de la personne aimée parce qu'elle n'est plus en mesure de le faire pour elle-même. C'est pas la même chose que des gens qui ont des problèmes de santé qu'on accompagne, qui vont être en mesure de prendre eux-mêmes leurs décisions, que ça soit par rapport à leur prise de rendez-vous ou de la prise de médication ou dans les effets légaux qu'elles vont vouloir faire par rapport à leur dispositif. La personne qui a un trouble neurocognitif, tranquillement, ne pourra plus faire ces décisions-là. Donc, c'est le proche aidant qui va devoir travailler, mettre à profit ce qu'elle sait que la personne aurait aimé. Donc, cette proche aidance-là, elle est particulière et elle est longue dans le temps parce qu'elle fait vraiment figure de proue. Et l'enjeu, c'est qu'on devient un soignant. Absolument. Mais on oublie qu'on est le frère, le conjoint, la sœur, l'enfant de la personne. Le lien change à ce moment-là. Oui, et puis nous, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les proches aidants, de se ramener au lien du cœur. Parce que c'est facile de tomber dans prendre des rendez-vous, aller la visiter, s'assurer que l'épicerie est faite, est-ce que le ménage est fait, l'habillement, tout ça. Les besoins de base sont comblés de la personne aimée. Mais nous, là, notre relation, là, elle est confrontée, là, veut pas. C'est difficile de s'apercevoir que la personne, elle perd ses capacités puis qu'on la reconnaît plus comme être aimée. Donc, c'est vraiment important puis on préconise beaucoup cet aspect-là de garder ce lien-là. J'aime la personne et je le fais par amour pour son bien-être, mais de pas se substituer à être juste un aidant. Oui, mais c'est difficile quand l'épuisement embarque, quand on est obligé de se couper de notre vie d'avant parce que, je veux dire, la personne pouvait être active puis dire, moi, je m'en vais faire de la piscine, de la natation 3 fois par semaine, voir mes amis. Là, il y a l'isolement qui arrive. C'est pas évident quand même. Mais déjà, en plus, les personnes proches aidantes, vont protéger souvent la personne atteinte aussi des comportements des autres, peut-être. Donc, on s'isole naturellement. On s'aperçoit que dans nos liens sociaux, c'est plus la même chose. Donc, ça nous change de nos habitudes et les gens autour de nous ne comprennent pas toujours non plus ce qu'on vit. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être entouré de gens et de professionnels qui comprennent la réalité sans jugement parce que c'est difficile. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de sentiments qui en émanent, de la culpabilité, de la honte, le sentiment d'incompétence parce qu'on apprend à être proche aidant. On le montre dans nos formations. Au début, on a-tu la bonne approche? Là, on se remet en question, mais au final, on ne savait pas que c'était pas ça la bonne approche ou on ne savait pas que ça avait un impact sur la personne quand on agissait de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'entourer puis de ne pas être toute seule. Souvent, le réflexe, c'est je vais le faire c'est moi qui connais la personne, je vais tout faire puis elle va avoir tous ses besoins de répondus. Mais qui prend soin de moi si je ne prends pas soin de moi? Quand Sophie a prononcé cette phrase-là,
c'est devenu comme une évidence. C'était un des pièges de l'approche aidance. Ça tournait dans ma tête. Mais qui prend soin de moi si je prends pas soin de moi si je prends pas soin de moi? Qui prend soin de toi si tu prends pas soin de toi? Une autre belle raison d'aller chercher de l'aide. Être un proche aidant qui va pouvoir poursuivre longtemps son parcours si elle prend pas soin d'elle. Et ça, c'est culpabilisant souvent parce qu'on se dit, ben non, c'est pas moi qui est malade, c'est la personne aimée. Donc, on va mettre nos énergies au bien-être de la personne, puis on va s'oublier. Donc, réduire effectivement nos visites à la bibliothèque ou nos sorties entre amis ou des activités familiales qu'on fait moins parce que c'est compliqué, la gestion est plus difficile, l'organisation aussi. Oui. Donc, tous ces liens-là, c'est important pour rester, puis de rester dans la communauté, mais aussi rester en énergie, garder notre énergie, de faire en sorte que notre batterie intérieure se recharge pour avoir de l'énergie pour poursuivre cet accompagnement-là. Puis il y a un effet qui est vraiment intéressant avec les personnes qui sont proches aidantes d'une personne avec un trouble neurocognitif, c'est que les personnes qui ont un trouble neurocognitif ont vraiment une sensibilité, donc ils ressentent beaucoup les émotions. Donc, quand le proche aidant est fatigué, quand il est en colère par la situation, par n'importe quelle situation, quand il est joyeux, ils le ressentent. La mémoire du cœur, c'est la dernière mémoire qui quitte la personne. Donc, il faut la nourrir, mais si elle est nourrie par des sentiments qui sont plus négatifs, puis c'est pas la volonté du proche, c'est là l'importance d'aller chercher de l'aide le plus tôt possible. Des fois, c'est juste d'en parler avec nos frères, nos sœurs, de dire « Hey, moi, là, les finances, là, c'est pas ma tasse de thé. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'en occuper? » De déléguer, de faire partie d'une équipe, d'être pas toute seule, puis de s'appuyer sur des gens qui ont les compétences puis les connaissances pour aussi écouter, avoir une écoute bienveillante, puis avoir une oreille attentive quand on a besoin. C'est vraiment important parce que sinon, on s'épuise, puis là, on n'est plus utile pour la personne qu'on aime. Et dans le fond, la personne a plus besoin d'une bonne énergie qui viendrait moins souvent, parfois. Exactement. Là. Des fois, on est là en présence, mais on n'est pas là physiquement et émotivement pour la personne. Donc, techniquement, on n'y apporte pas le bien-être qu'on souhaite. Donc, d'en prendre conscience puis de s'assurer qu'on est à notre meilleur. Des fois, ça arrive, on a toutes nos mauvaises journées. Mais c'est important d'en prendre conscience pour que ça ne se transpose pas pour la personne. Puis souvent, des fois, c'est juste d'en parler avec quelqu'un puis de dire « Hey, là, aujourd'hui, je trouve ça difficile. » Puis après ça nous craint puis d'être capable d'aller faire notre visite. C'est parfait. On a pu évacuer, on a pu aller prendre un café avec un ami avant d'aller faire notre visite ou de se planifier, de venir à un des services de groupe, par exemple, pour dire « Hey, là, cet après-midi-là, je suis dans un environnement sans jugement. Je peux me déposer, je peux donner mes commentaires, je peux donner mon vécu sans que les gens disent « Ah ouais, non, mais pauvre toi. » Mais non, c'est ça. C'est ça, on normalise en fonction de... Puis on est tous là à vivre la même chose. Exact. C'est pas plus le fun, mais c'est partagé. On dirait que déjà là, c'est comme une main sur l'épaule. Oui, puis ça permet justement de dire « Hey, j'étais à cette étape-là, je pensais pas la franchir. Puis là, je suis rendue ailleurs et je donne un conseil à un autre proche aidant qui arrive à cette étape-là. » C'est valorisant aussi de s'apercevoir qu'on a été capable de donner nos conseils ou notre savoir à une autre personne pour que son parcours se fasse de façon plus agréable, plus doux, en connaissance de cause. Mais c'est ce qui est intéressant et ça, souvent, des fois, les membres de l'équipe d'intervention, ils n'ont même pas besoin d'intervenir, ça se passe entre eux et c'est la magie des cafés-rencontres et des groupes de discussion pour les personnes atteintes. C'est que c'est eux-mêmes qui se donnent des conseils, qui s'alimentent, qui s'encouragent, qui s'appuient sur un et l'autre quand ça va moins bien. Ça crée vraiment une communauté très serrée. Puis on a des gens même en post-aidance, donc la personne aimée, elle est décédée, qui reste avec nous pour justement pouvoir redonner au suivant, puis parce qu'ils ont le sentiment d'appartenance au groupe aussi. Fait que ça, c'est très, très fort là, dans nos groupes de café-rencontres. Merci à Sophie Foisy de la Société Alzheimer pour l'entretien. Dans le prochain épisode, la personne au cœur de l'oubli. Si, à l'inverse, tu te connectes avec la personne puis tu l'accompagnes dans son besoin, puis que tu suis son rythme, tout le reste va être plus facile de toute façon. La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363 et au alzheimergrandbay.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.